Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept qui n'est absolument pas original, c'est-à-dire ma prétendue palle de l'été. J'ai préparé une liste de 15 livres que je souhaiterais lire cet été, mais bon, on va être honnête ici, il y a vraiment très peu de chances que je lise tous les romans qui sont sur cette liste. En tout cas, dans cette palle, il y a du fantastique, il y a des thrillers, il y a du contemporain et il y a même de la romance. Oui, j'ai mis de la romance dans ma palle, mais petite précision quand même, dans cette palle, il y a 6 livres qui font partie de la sélection envoyée par Livre de Poche dans le cadre du prix des lecteurs. Et après, j'ai 9 livres que j'ai choisis par mes soins. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup trop de livres dans ma palle et il y a vraiment zéro chance pour que j'arrive à tout lire, mais peut-être que ça va vous inspirer pour vos lectures de l'été. Avant de vous présenter mes 15 livres, si vous voulez me donner un petit peu de force, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ensuite, vous prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Le Train des enfants de Viola Arden et il fait partie des romans que Livre de Poche m'a envoyé pour cet été. Je l'ai souvent vu passer sur Instagram et il me faisait pas mal envie, donc je vous avoue que j'étais super contente de voir qu'il faisait partie de la sélection. De ce que j'ai compris, c'est une histoire qui s'inspire de faits réels. En gros, en Italie, après la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste va proposer ou obliger, tout dépend du point de vue, mais en tout cas, ils vont placer des enfants de familles pauvres dans des familles du nord de l'Italie. Donc, pendant plusieurs mois, le petit garçon qu'on va suivre sera loin de sa ville d'origine et de sa famille, et il va découvrir une nouvelle vie, et cette nouvelle vie, elle est quand même pas mal, parce que y a moins de misère, il y a des choses à manger, etc. Sauf que, à son retour, quand il va retrouver sa mère dans le sud de l'Italie, les choses vont être totalement différentes. Parce que sa mère et lui n'auront plus du tout la même relation et plus il va grandir et moins ils auront les mêmes centres d'intérêt. Donc j'ai un peu l'impression que ce sera une histoire avec une relation mère-fils qui fonctionne pas trop. Ensuite, on a Blackwater. Tout le monde parle de Blackwater. Moi, j'avoue, je l'ai acheté parce que j'ai trouvé que la couverture était super belle, mais depuis mai, il est dans ma bibliothèque et il me regarde. Donc, je me suis dit que je pourrais le mettre dans la liste de ma palle d'été. Alors, de ce que j'ai compris de Blackwater, c'est une saga familiale fantastique. L'histoire, elle est assez simple. Il y a une crue et cette crue va causer énormément de dégâts dans la maison de la famille. Alors là, petite pause, mais je me demande si cette famille, elle est vraiment riche, comme on nous le dit sur la 4e de couverture, parce que si c'était le cas, selon moi, les dégâts dans la maison leur passeraient un peu au-dessus, quoi. Mais ils seraient en mode, oui, on corrige ça, on fait des travaux, et puis fin. Là, j'ai l'impression que c'est the drama, c'est the problème du livre. Mais bon, passons. Donc, je disais, ils s'activent pour leurs petits travaux. Et là, en fait, il y a une jeune femme séduisante qui va essayer de voler le cœur du fils de sa maman. Et vous imaginez bien, c'est là le début des dramas. Il y a une femme qui arrive, c'est bon, les gens ils perdent la tête. Mais bon, ce livre m'a pas l'air prise de tête. Ça me semble plus être un délire comme Dynasty avec les familles riches, etc. Mais de temps très ancien, vous voyez. Donc j'espère que je vais aimer, comme ça je pourrais acheter tous les autres tomes et avoir plein de beaux livres dans ma bibliothèque parce que j'ai pas pu faire ça avec Anne de Green Gables vu que je ne compte pas acheter les autres livres. Ensuite, je vais vous parler de Femmes en colère de Mathieu Ménégo que je lis dans le cadre également du prix des lecteurs. Et j'étais super contente de découvrir ce livre dans ma boîte aux lettres parce que j'avais déjà lu un roman de cet auteur. J'avais lu Un fils parfait et j'avais juste adoré en fait, même si ça traitait d'un sujet compliqué, c'est-à-dire tout ce qui est inceste et agression sexuelle. J'ai l'impression quand même que Mathieu Ménégo, il est vraiment dans un genre de niche parce que à chaque fois que je vois un roman de lui, en fait, ça traite d'un sujet compliqué. Et là, dans Femmes en colère, on va parler de violence sexuelle et de vengeance. Et ce que je trouve intéressant, c'est que au lieu de suivre l'histoire jusqu'au moment de l'agression, là, on arrive bien après l'agression de la femme qui est concernée. Donc, dans Femmes en colère, la femme s'est vengée. On est sur la dernière partie du procès et on va être dans la salle de délibération avec le jury. Donc, on va suivre leur cheminement de pensée et on va voir s'ils s'accordent pour dire que
la femme mérite de l'empathie malgré son crime ou si ils doivent la punir sévèrement. En tout cas, je trouve l'idée super originale, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, je suis super contente de vous présenter La parabole du semeur de Octavia E. Butler pour 3 raisons. Déjà parce que je l'ai gagné grâce au concours organisé par Ellen's Universe, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des petits livres gratuitement. Ensuite, parce que ça fait partie des livres que je suis sûre de lire parce que ce sera la lecture commune de juillet de Despoils. Et la 3e raison, et pas des moindres, c'est que ça me permet de commencer l'un de mes objectifs de lecture de 2022, qui est de lire du Octavia E. Butler. Et vu que là, on vient d'entamer la 2e partie de l'année et que je n'ai encore lu aucun de ses livres, lire La parabole du semeur, ça me permet de commencer mon challenge et de faire en sorte que je le réussisse, vous voyez ce que je veux dire? Donc parlons un petit peu de l'intrigue. Il faut savoir que c'est supposé être de la science-fiction. Je dis supposé parce que l'intrigue se passe en 2024. Alors 2024, à l'époque, c'était dans un futur lointain, mais maintenant 2024, c'est demain. Donc on va essayer de pas trop paniquer en lisant le roman. Bref, donc comme je disais, dans un futur pas si lointain, il va y avoir une crise aux États-Unis qui va mener à une extrême pauvreté et à une montée de la violence. Et pour se protéger des pillages et des violences, etc., les personnes les plus aisées vont vivre à l'intérieur d'un quartier qui est protégé par des grands murs. Je sais pas pourquoi en fait les gens aiment mettre des murs là autour de chez eux, mais bon, passons, on va faire comme si c'était qu'un petit détail. Et le personnage principal, du coup, une jeune fille de 15 ans, comprend que cette protection, elle est un peu superficielle et elle décide de partir à l'aventure et espère atteindre saine et sauve, surtout c'est très important saine et sauve, une nouvelle terre promise. Voilà, c'est tout ce que je sais sur ce livre. Je sais que ce ne sera pas une balade de santé, parce que de ce que je comprends, tous les livres de Octavia E. Butler, ils sont réputés pour être extrêmement violents, mais moi je suis quelqu'un qui aime être un petit peu triggered, donc je compte quand même le lire. Alors là, c'est encore un livre proposé par Livre de Poche, c'est Un jour ce sera vide d'Hugo Lindenberg. Alors déjà, première bonne nouvelle, c'est un livre dans lequel je serai dans l'ambiance parce que ça se déroule en été. Et on va suivre un garçon qui va se faire un nouvel ami, alors que voilà, il est là, il chill à la plage, etc. Sauf que cette nouvelle amitié, ça va lui créer des complexes. Parce que le garçon qui est devenu son ami, c'est le garçon parfait. Il a une famille parfaite, il a une maison parfaite. En fait, tout ce que ce garçon touche, c'est parfait. Et donc, le narrateur, il se rend compte que il n'a pas tout ça. Et même, il a l'impression que c'est tout l'inverse. Donc, ça va lui créer des complexes. Je sais pas trop à quoi m'attendre, en fait, avec ce livre. Je sais pas où ça va mener. Mais quand je vois la couverture, je me dis, c'est un feel good. Il y a pas de doute. Je suis sûre que c'est un feel good. Donc, pour moi, il y aura forcément une belle morale, un petit peu chamallow. Enfin, on va pas se mentir, un truc du genre, faut pas avoir honte de soi, il faut être fier de sa famille, il faut être fier de son histoire, etc. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'on connaît déjà la chanson. Alors, j'avais déjà parlé de Black Sunday en septembre, quand j'avais présenté ma palle de la rentrée littéraire avec uniquement des auteurs et des autrices noires. Alors, je dois avouer que dans cette petite palle de 9 livres, j'ai lu que 2 romans. Donc, si je lis Black Sunday cet été, j'aurais lu un tiers de ma palle de la rentrée. Bref, Black Sunday, de quoi ça parle? C'est une histoire qui se déroule au Nigeria et on suit une famille plutôt aisée. Et en fait, les parents de cette famille vont abandonner les enfants du jour au lendemain chez leur grand-mère et ces enfants vont donc passer de la richesse à la pauvreté. Mais dans le roman, on va surtout suivre, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va surtout suivre les femmes de la fratrie, parce que lorsqu'elles deviennent pauvres, elles deviennent beaucoup plus exposées à tout ce qui est violence sexiste, violence physique, violence psychologique, etc., etc. De ce que j'ai compris, c'est un livre qui est écrit par une Nigériane qui veut montrer une facette de la société nigériane sans pour autant tomber dans le désespoir et dans l'accablement. Donc, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ensuite, je vais lire Jamais je ne t'oublierai de Marjolaine Solaro. Et là, je commence à me rendre compte que Livre de Poche a attendu vraiment l'été pour nous vomir plein de petits feel-good. Ils veulent pas nous voir déprimés cet été. Ils ont dit non, non, non cet été.
Vous allez sourire, les amis. Cet été, vous allez sourire. Donc, on a plein de feel good, alors que c'est pas du tout le genre que je lis. De ce que j'ai compris, on va suivre 2 intrigues. La première intrigue, on va suivre Guillaume et Diana qui se rencontrent dans un train. Donc, on a Guillaume qui attend son 3e enfant, mais il n'a pas du tout la tête à ça, en fait, parce qu'il vient de perdre sa mère. Et on a Diane qui part pour un reportage, je ne sais plus où, je crois en Normandie, mais j'ai un petit doute. Le truc, c'est que quand ils vont se rencontrer, quand ils vont se croiser dans le train, ils vont avoir l'impression qu'ils se connaissent, mais ils pourront pas dire où ils se sont rencontrés pour la première fois. Ils pourront pas replacer un lieu, en fait, sur leur première rencontre. Donc, ils vont discuter de tout et de rien. Et ils vont refaire connaissance, on va dire. Et la deuxième intrigue, elle se déroule dans le passé, et plus précisément dans les années 80. Et on va y suivre Elisabeth durant une de ses gardes en tant que sage-femme. J'avoue que là, j'ai un petit doute en fait. Je sais pas si c'est une histoire qui sera une romance ou si c'est une histoire de famille. J'ai un petit doute, j'arrive pas à savoir en fait dans quelle direction le synopsis essaie de nous mener. Mais je dois dire que le fait de ne pas savoir ce qui se cache derrière le synopsis, donc une romance ou une histoire de famille, ça a un peu éveillé ma curiosité et j'ai bien envie de voir en fait où nous mène l'autrice et comment elle va réussir à lier ces 2 histoires. Alors là, c'est les éditions de Noël qui m'ont gentiment envoyé Open Water de Caleb Azuma Nelson. Et contrairement aux autres livres que je présente dans cette petite vidéo, celui-ci n'est pas encore en librairie parce qu'il va être disponible à partir du 24 août. Alors Open Water, c'est d'un côté un livre qui me sort de ma zone de confort et de l'autre un livre qui me permet quand même d'être assez à l'aise parce que c'est une romance, mais c'est une romance qui va permettre de parler de racisme. En gros, on a un photographe noir et une danseuse noire. Les 2 sont passionnés par ce qu'ils font. Ils passent énormément de temps à faire ce qu'ils aiment. Donc, ils vont se rencontrer et ça va leur faire comme un effet miroir, en fait. Ils vont se reconnaître l'un dans l'autre. Et justement, c'est parce qu'il y a cette intimité qui va se créer entre les 2 personnages qu'on va commencer à parler de racisme. Par exemple, l'auteur parle de comment ils ont vécu le fait d'être la seule personne noire dans leur établissement, comment le photographe a vécu et vit toujours le fait d'être perçu comme non pas une personne ou un homme, mais comme un homme noir. Ou sinon, on va parler des agressions dont ils ont été victimes. Et en fait, toutes ces expériences, elles vont avoir un impact sur leur relation et comment ils se dévoilent l'un à l'autre. Donc, c'est ce qu'on va suivre dans Open Water. Et des avis que j'ai lus, c'est un livre qui semble assez poétique, assez beau, mais c'est quand même prenant et c'est quand même assez dur à lire parce que voilà, ils nous parlent de leur expérience et leurs expériences sont liées au racisme. Mais après, c'est pas ça qui va m'empêcher de lire et d'apprécier le livre. Donc voilà, là je l'ai commencé hier. Donc voilà, moi je perds pas le nord, j'ai dit c'est l'été, on a une palle de l'été, 1er juillet, je commence. Ensuite, on a Comme un enchantement de Nathalie Hug. Et là, j'avoue, c'est le livre que Livre de Poche m'a envoyé et qui me fait le moins envie. Parce que c'est l'histoire d'une femme, une orpheline qui habite à Montmartre et qui découvre qu'elle est l'unique héritière d'un domaine dans la région de Parme en Italie, si je dis pas de bêtises. Et vu que elle a rien à perdre, vu qu'elle connaît personne, qu'elle a pas d'amis et que sa vie elle est super triste, etc., elle décide de saisir cette opportunité pour recommencer sa vie en Italie. Et je suis totalement sceptique sur ce livre. En fait, ça se voit que c'est un livre qui se veut poétique, ça se voit que c'est un livre qui se veut doux et que peu importe ce qu'elle va découvrir, ça va lui faire un peu chaud au cœur, ça va la rendre heureuse, etc. Et je sais que je suis pas la cible en fait pour ce genre de livre parce que j'ai déjà lu Anne de Green Gables et j'ai pas été touchée plus que ça. Et là, que ce soit la couverture ou le synopsis, tout ce que je lis, tout ce que je vois, ça me donne des vibes de Anne de Green Gables. Donc, ça me donne pas du tout envie. Par contre, le petit point du synopsis qui m'a quand même fait rêver, c'est « Elle est l'unique héritière d'un domaine ». Et j'étais en mode « Waouh, c'est la vie que je mérite ». Ensuite, j'ai Un monstre est là derrière la porte de Gaël Bellem. J'ai ce livre depuis des mois dans ma bibliothèque. Pour dire la vérité, depuis même fin septembre, pour être très précis, parce que je l'avais acheté au Salon du Livre africain de Paris et l'autrice me l'a même dédicacé. Et là, je la remercie, mais je dois avouer
que le peu de fois qu'on m'a dédicacé quelque chose, j'ai trouvé que c'était une expérience très gênante. Je ne sais pas si c'est le fait de parler avec un inconnu, quelqu'un que je ne connais pas, si c'est le fait de parler avec quelqu'un de connu que je ne recroiserai plus jamais, ou si c'est le fait que une personne connue laisse sa trace sur un objet ou une feuille que je vais ramener chez moi, mais ça me met pas à l'aise. Genre, je suis un peu dépassée. Et en plus de ça, dans ce genre de situation, tu peux même pas dire merci, mais non merci. Parce qu'en fait, ça paraît très grave, impoli. Enfin bref, c'était les confessions de Deb Deb, mais on revient au livre. Donc, Un monstre est là derrière la porte, c'est une histoire qui se déroule à La Réunion dans les années 80. Et on va suivre la famille des Saintes, qui est une des familles les plus influentes de l'île. Mais tout le monde est d'accord pour dire que cette famille, elle tourne pas rond. On est tous d'accord pour dire qu'ils sont cinglés, en fait. Et on va suivre, du coup, les extravagances de cette famille, leur sournoiserie et également la violence qu'il y a au sein de cette famille, mais à travers les yeux de la petite fille qui n'était pas désirée. Donc, c'est un roman qui va parler de famille et surtout de famille dysfonctionnelle, mes histoires préférées. Mais de ce que j'ai compris, malgré tout l'aspect violence psychologique, violence physique, l'autrice va quand même réussir à mettre de l'humour dans son livre pour pas qu'on déprime et qu'on s'apitoie sur le sort des personnages. Et puis après, voilà, ça se passe à La Réunion et on est en été, donc ça fait un petit peu voyager aussi, on va pas mentir. Le dernier livre que Livre de Poche m'a envoyé, c'est Les Lions de Sicile de Stéphania aussi. Et là, première réaction quand j'ai vu le livre, regardez-moi ça. Je me suis dit, mais en fait, ils ne m'aiment pas ces gens-là. Le livre fait 700 pages. Facile. Non, je mens. 600 pages. Alors là, on est sur un roman historique et une saga familiale dans laquelle on va suivre les frères Florio. Alors les deux frères vont quitter leur ville natale pour s'installer à Palerme et ouvrir leur épicerie. Et ce sera vraiment mal vu par les locaux qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Mais ça, si vous voulez, ça va pas les empêcher de construire leur empire et de devenir des personnes influentes. Ensuite, on va ajouter un petit peu d'épices à tous ces dramas commerciaux et on va ajouter un drama sentimental. Parce que les deux frères vont tomber amoureux de la même femme. J'avoue, j'ai peur de lire ce roman parce que d'expérience, quand on me donne un premier tome qui est aussi long, je peux être sûre qu'il va rien se passer dedans. Donc j'ai peur qu'on donne plus d'importance aux descriptions et au contexte et qu'on oublie de donner du rythme un peu à ce premier tome. Parce qu'on va pas déconner, je fais pas du tout partie de la team. Non mais tu comprends, faut prendre son temps pour mettre en place l'intrigue, etc. Tu verras dans le deuxième tome, c'est beaucoup mieux. Non, je suis pas dans ça. J'ai déjà parlé de Instruction for Dancing dans ma vidéo des sorties littéraires de mai-juin, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a une version française qui a été publiée dans ces eaux-là, ces derniers mois, aux éditions Bayard, je crois. Et donc, dans cette romance, on va suivre Evie. Et Evie a une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'elle voit un couple s'embrasser, elle voit toute l'histoire du couple. Donc, ça va de la rencontre jusqu'à la rupture. Donc, Evie, elle croit moyen en l'amour qui dure parce que à chaque fois qu'elle voit un couple s'embrasser, elle voit bien qu'il ne reste pas tant que ça ensemble, ou en tout cas, elle voit qu'il y a une fin. Mais vu qu'on est sur une romance, on est sur l'amour, etc., elle va rencontrer Monsieur X, oui, X, c'est son prénom, et il va lui donner envie de croire en l'amour qui dure, because elle veut être avec lui, voilà, tout simplement. Ensuite, on a Cupid de Mark Ellsberg, et là, encore une fois, c'est un livre que je suis sûre de lire parce que Catherine de la team Dispoils a fait une propagande de ouf pour qu'on le lise. Donc, on va le lire. Donc, Cupid, c'est un thriller dans lequel il y a eu une crise financière. Et suite à cette crise, il y aura une augmentation du chômage, les prix vont pas mal augmenter et les gens auront de plus en plus de mal à se nourrir. Et on a un homme qui dit avoir trouvé la solution pour régler tous ces problèmes, sauf qu'avant de pouvoir expliquer la solution, il a un accident de voiture. Manque de bol, il y a un gars qui est témoin de cet accident et il va du coup enquêter pour dévoiler la vérité sur cette affaire, sauver le monde et éviter que les personnes qui sont impliquées dans l'accident ne le tuent. Bref, c'est un roman un peu comme je les aime et qui sont pour moi parfaits pour l'été, dans le sens où il y a énormément d'action et c'est un peu le livre page turner. Et si l'intrigue intéresse l'un de vous, c'est possible de nous rejoindre pour la lecture commune qu'on fera en août. Et si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien du Discord dans la barre d'infos.
Et je finis ma palle de l'été avec 2 livres en VO. Le premier, c'est 7 Days in June de Tia Williams. C'est un livre que j'ai vu partout, donc je pense que tout le monde l'a lu, sauf moi. Et encore une fois, c'est une romance. Je pense que Instagram a vraiment une très très mauvaise influence sur moi, parce que de base, je ne lis pas de romance. Et là, de plus en plus de romances dans ma vie. Je crois qu'il est vraiment temps que je quitte cette plateforme, parce qu'à un moment, j'aurai une bibliothèque remplie de romances et ça va pas le faire. Alors, 7 Days in June, si je suis très honnête avec vous, je connaissais absolument pas l'intrigue avant de lire un petit peu les synopsis pour préparer la vidéo. Si vous voulez, j'avais vu la couverture sur les books, j'aimais bien le titre et du coup, c'était pas très cher, donc j'ai acheté. C'est ça mon histoire avec 7 Days in June, mais je ne connaissais absolument rien de l'histoire. Donc là, je découvre que c'est un roman qui est full romance parce qu'on a une jeune autrice érotique désespérée et on a un jeune homme énigmatique. Je risque d'être dépassée en lisant ce livre, disons la vérité. En gros, dans les grandes lignes, on a un auteur et une autrice qui se revoient des années après leur relation enflammée. Et apparemment, c'est toujours inflammable parce qu'ils vont se rabibocher un petit peu. Sauf que Eva, l'autrice, va se rendre compte que ce gars peut pas rester dans sa vie parce qu'il lui a déjà brisé le cœur, logique. Mais avant qu'elle le vire de sa vie, elle essaie quand même de trouver le courage de lui poser quelques questions. Voilà, c'est l'histoire. Je suis un peu sceptique, je l'avoue, encore une fois. Je pense que je vais être dépassée et il y a clairement moyen que je lève les yeux au ciel un nombre incalculable de fois. Va pas falloir que je bloque mes yeux là tout en haut. Mais j'ai envie de sortir ce livre de ma palle. Il y a un moment où on achète des choses, il faut les lire. Et on clôture cette palle avec un livre que j'ai vraiment envie de lire depuis sa sortie. C'est Dominicana de Angie Cruz. Dans cette histoire, on va suivre Anna Kension qui est une dominicaine de 15 ans. Et un jour, un homme beaucoup plus âgé qu'elle va lui proposer de se marier avec lui et de partir s'installer à New York. C'est pas forcément son rêve, mais elle sait que si elle se marie avec lui et qu'elle part à New York, ça peut aider sa famille à immigrer aux États-Unis. Et du coup, elle va accepter la proposition. Elle se voit pas refuser, en fait. C'est pas forcé, sa famille la force pas, mais elle se sent forcée. Et une fois aux États-Unis, elle fait absolument rien. Elle reste toute la journée à l'appartement, et c'est quand son mari retournera en République dominicaine, pour des raisons familiales, je sais pas forcément ce que c'est, que Eva pourra réellement s'émanciper et commencer une nouvelle vie. Le truc, c'est que, au retour de Juan, son mari, Anna va devoir faire le choix entre continuer la nouvelle vie qu'elle a commencée sans lui ou rester avec Juan et faire honneur à sa famille. Bref, c'est tout pour ma palle de l'été. Palle de l'été qui était très très longue, je vous l'avoue, mais je suis sûre que je vais passer des bons moments avec ces livres, ou en tout cas avec la plupart de ces livres. J'espère quand même qu'il y a quelques livres qui vous font également envie, et si vous avez déjà lu des livres de ma palle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que la vidéo t'a plu, donc n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine, je vous envoie des cartes sucrées. Tchuss!